Le 15 octobre 1987, dans la petite ville de Belleville-sur-Saône, en région Rhône-Alpes, une institutrice surveille sa classe pendant la récréation comme elle le fait chaque jour depuis 15 ans. Mais, en quelques minutes, l'un de ses élèves disparaît sans laisser de traces sous ses yeux dans la cour d'une école fermée de tous côtés. Pendant 23 longues années, personne ne saura ce qui est arrivé à Thomas Leblond, 8 ans, jusqu'à ce jour de mars 2010 où des ouvriers font une découverte qui révèle une vérité si troublante qu'elle bouleverse toute une communauté et expose un secret que certains auraient préféré voir rester enterré à jamais. Avant de continuer avec l'histoire de Thomas Leblond, si vous appréciez les cas mystérieux comme celui-ci, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications. Nous publions de nouveaux cas chaque semaine qui vous tiendront en haleine. Maintenant, retournons à Belleville-sur-Saône en 1987 pour découvrir comment tout a commencé. Belleville-sur-Saône est une charmante commune du département du Rhône, située à une quinzaine de kilomètres au nord de Lyon. En 1987, cette ville de 8000 habitants garde encore son caractère rural malgré la proximité de la métropole lyonnaise. Les vignobles du Beaujolais s'étendent à perte de vue, ponctuant le paysage de leurs rangées ordonnées, et la Saône serpente paisiblement à travers la vallée, apportant une douceur particulière au climat local. L'école primaire Jean Moulin, construite dans les années 1950, se dresse au cœur du centre-ville, dans une rue bordée de platanes centenaires. C'est un bâtiment en pierre claire, typique de l'architecture scolaire de l'époque, avec ses grandes fenêtres qui laissent entrer généreusement la lumière dans les salles de classe. La cour de récréation, entourée de hauts murs de pierre, est un rectangle parfait de gravier soigneusement ratissé, agrémenté de quelques bancs en bois, et d'un préau couvert pour les jours de pluie. Claire Dubar, 42 ans, enseigne dans cette école depuis 1972. C'est une femme dévouée à sa profession, aux cheveux châtains toujours impeccablement coiffés en chignon, qui porte invariablement des jupes droites et des chemisiers boutonnés jusqu'au cou. Les habitants de Belleville la respectent autant pour sa compétence pédagogique que pour sa rigueur morale. Elle n'a jamais eu d'enfant, ayant consacré toute son existence à l'éducation de ceux des autres. Sa classe de CE2 compte 26 élèves, des enfants de 8 et 9 ans pleins de vie et de curiosité. Parmi eux, Thomas Leblond se distingue par sa timidité et son intelligence précoce. C'est un petit garçon aux cheveux blonds bouclés et aux yeux verts perçants, qui préfère la lecture aux jeux de ballon et pose souvent des questions qui surprennent par leur maturité. Thomas vit avec ses parents, Michel et Sylvie Leblond, dans une maison modeste de la rue de la République. Michel travaille comme électricien dans une entreprise locale, tandis que Sylvie tient la comptabilité de plusieurs petits commerces de la ville. Ils forment une famille unie et aimante, qui a attendu longtemps avant d'avoir cet enfant unique qu'ils chérissent par-dessus tout. Le petit Thomas nourrit une passion particulière pour l'histoire locale. Il passe des heures à la bibliothèque municipale à feuilleter de vieux ouvrages sur la région, fasciné par les récits de la résistance pendant la Seconde Guerre mondiale. Il connaît par cœur les noms des héros locaux et les lieux où se sont déroulés les épisodes les plus marquants de cette période sombre. Cette curiosité historique l'amène souvent à explorer les recoins de l'école, cherchant des traces du passé dans les vieilles pierres et les inscriptions gravées dans les murs. Claire Dubar encourage cette soif de savoir, prêtant parfois à Thomas des livres de sa bibliothèque personnelle et répondant patiemment à ses innombrables questions sur l'histoire de Belleville. En cette rentrée de septembre 1987, rien ne laisse présager le drame qui va frapper cette communauté paisible. Les vendanges battent leur plein dans les vignobles environnants, apportant cette atmosphère festive qui caractérise l'automne en terre beaujolaise. Les enfants retournent en classe avec l'enthousiasme des retrouvailles et Claire Dubar accueille sa nouvelle promotion avec la même passion intacte qu'au premier jour. L'école suit un rythme immuable, ponctué par les sonneries qui rythment les journées. Les cours du matin de 8h30 à 11h30, la récréation de 15 minutes, puis les cours jusqu'à midi. Après la pause déjeuner, les activités reprennent à 14h pour se terminer à 16h30.
Claire Dubar connaît par cœur chacun de ses élèves, leurs habitudes, leurs petites manies, leurs amitiés particulières. Thomas, quant à lui, a ses rituels bien établis. Il arrive toujours quelques minutes en avance, salue poliment sa maîtresse et range méticuleusement ses affaires dans son cartable en cuir marron, héritage de son père. Pendant les récréations, il préfère souvent rester près de l'école plutôt que de participer aux jeux collectifs, observant les alentours avec cette curiosité qui le caractérise. Le mardi 15 octobre 1987 commence comme n'importe quel autre jour d'automne, à Belleville-sur-Saône. Un léger brouillard matinal enveloppe la vallée de la Saône, donnant aux vignobles alentours des allures mystérieuses. L'air frais pique les joues des enfants qui se rendent à l'école, emmitouflés dans leurs pulls de laine et leurs écharpes colorées. Thomas Leblond franchit le portail de l'école Jean Moulin à 8h25, comme à son habitude. Il porte son manteau bleu marine préféré, celui avec les boutons dorés que sa grand-mère lui a offert l'année précédente, et son cartable en cuir marron bien rempli de cahiers soigneusement étiquetés. Sa mère, Sylvie, l'accompagne jusqu'à la grille et lui donne un baiser sur le front avant de partir au travail. « Passe une bonne journée, mon chéri », lui dit-elle en ajustant son écharpe. « N'oublie pas ton goûter. » Thomas lui sourit et rejoint ses camarades dans la cour, où la surveillance matinale est assurée par M. Leroux, le directeur. L'ambiance est joyeuse malgré la fraîcheur automnale. Les enfants courent, rient, se racontent leurs aventures du week-end précédent. La journée de classe se déroule normalement. En français, Claire Dubar fait travailler ses élèves sur une dictée tirée d'un texte de Marcel Pagnol. Thomas, excellent en orthographe, termine rapidement et demande l'autorisation de lire discrètement son livre d'histoire sur la résistance. En mathématiques, ils étudient les problèmes à données multiples, exercice que Thomas résout avec facilité. À 10h15, la sonnerie retentit pour annoncer la récréation du matin. Claire Dubar endosse son manteau beige et sort dans la cour pour assurer la surveillance, comme l'exige le règlement intérieur. C'est un moment qu'elle apprécie, observant ses élèves jouer et interagir en dehors du cadre formel de la classe. La cour de récréation bourdonne d'activités. Un groupe de garçons organise une partie de foot improvisée près du préau, tandis que les filles se partagent entre la marelle tracée à la craie et un jeu de cordes à sauter. Quelques enfants plus calmes restent près du bâtiment, bavardant ou feuilletant des livres. Thomas, fidèle à ses habitudes, ne participe pas au jeu collectif. Claire le voit d'abord près du platane centenaire qui ombrage l'angle sud-ouest de la cour, feuilletant un livre qu'il a sorti de son cartable. Le petit garçon semble absorbé par sa lecture, indifférent à l'agitation qui l'entoure. Vers 10h25, Claire remarque que Thomas s'est déplacé vers le fond de la cour, près du mur qui sépare l'école de la propriété voisine. Cette zone, moins fréquentée par les enfants, abrite quelques arbustes et une ancienne fontaine en pierre qui ne fonctionne plus depuis des années. Thomas examine attentivement le sol, comme s'il cherchait quelque chose. Il doit encore être en train de jouer à l'archéologue, pense Claire, avec un sourire attendri. Elle connaît la passion de Thomas pour l'histoire et ses tentatives répétées de trouver des trésors dans les recoins de l'école. À 10h28, Claire se tourne vers le groupe de garçons qui jouent au football, car leur ballon vient de dépasser les limites autorisées et roule vers la rue. Elle siffle et leur fait signe de récupérer leur ballon sans sortir de l'enceinte de l'école. Cette intervention dure à peine 1 minute. Quand elle reporte son attention vers le fond de la cour, Thomas n'est plus là. Claire fronce les sourcils et scrute la cour du regard. Thomas n'est ni près du préau, ni sous les arbres, ni près de l'entrée du bâtiment. Elle fait le tour de la cour, interrogeant discrètement quelques élèves. « Avez-vous vu Thomas ?» demande-t-elle à un groupe de filles. « Il était là-bas près du mur, madame », répond Émilie Martinet en pointant du doigt l'endroit où Claire l'avait effectivement vu quelques minutes plus tôt. « Quand l'avez-vous vu pour la dernière fois ?»« Je ne sais pas, madame. Il y a quelques minutes, peut-être ?» Claire sent une première pointe d'inquiétude lui serrer l'estomac. En 15 ans d'enseignement, jamais un élève ne s'est volatilisé pendant qu'elle assurait la surveillance. L'école Jean Moulin est pourtant entourée de murs de 2 mètres de hauteur et le portail principal est fermé pendant les heures de classe.
Elle se dirige rapidement vers le bâtiment et vérifie les toilettes, puis les salles de classe restées ouvertes. Pas de traces de Thomas. Elle interroge Madame Petitjean, la femme de service, qui nettoie les couloirs pendant la récréation. « Je n'ai vu aucun enfant à l'intérieur, Madame Dubar », répond celle-ci, surprise par la question. L'inquiétude de Claire se transforme en panique. Elle retourne dans la cour et questionne systématiquement tous les enfants présents. Les réponses convergent. Thomas était bien là il y a quelques minutes, près du mur du fond, mais personne ne l'a vu partir ni ne sait où il est allé. À 10h35, soit seulement 20 minutes après le début de la récréation, Claire prend la décision d'alerter la direction. Elle demande à Madame Petitjean de surveiller la cour et se précipite vers le bureau de Monsieur Leroux. « Monsieur le directeur, j'ai un problème. Thomas Leblond a disparu pendant la récréation. » Monsieur Leroux, un homme de 50 ans à la barbe grisonnante, lève les yeux de ses papiers avec surprise. « Comment ça, disparu ? Il était dans la cour sous ma surveillance, et maintenant je ne le trouve plus nulle part. J'ai vérifié les toilettes, les salles de classe. Il n'est ni dans l'école, ni dans la cour. » Le directeur se lève immédiatement et suit Claire dans la cour. Ensemble, ils organisent une fouille systématique de l'établissement. Ils inspectent chaque recoin, chaque placard, chaque salle. Ils vérifient même la cave et les combles, au cas où Thomas aurait trouvé un passage secret, lui qui était si passionné par les mystères historiques. Pendant ce temps, les autres enfants commencent à comprendre qu'il se passe quelque chose d'anormal. L'ambiance de la récréation devient plus tendue. Certains élèves pleurent, d'autres posent 1000 questions auxquelles les adultes ne savent que répondre. À 11h, après 45 minutes de recherches infructueuses, Monsieur Leroux prend la décision d'appeler les parents de Thomas et la gendarmerie. Il compose d'abord le numéro de l'entreprise où travaille Michel Leblond. « Monsieur Leblond, c'est le directeur de l'école de Thomas. Il faut que vous veniez immédiatement. Votre fils, nous ne le trouvons plus. » La voix de Michel tremble à l'autre bout du fil. « Comment ça, vous ne le trouvez plus? Qu'est-ce que ça veut dire? Il était en récréation sous surveillance et maintenant il a disparu. Nous avons fouillé toute l'école. Pouvez-vous venir rapidement ?» Puis Monsieur Leroux appelle la brigade de gendarmerie de Belleville-sur-Saône. L'adjudant-chef Bernard Roussel décroche immédiatement. « Brigade de gendarmerie, adjudant Roussel. Monsieur l'adjudant, c'est le directeur de l'école Jean Moulin. Nous avons un enfant de 8 ans qui a disparu pendant la récréation. Pouvez-vous venir sur place? Nous arrivons immédiatement. » En attendant l'arrivée des secours et des parents, Claire ne tient plus en place. Elle repasse en boucle les événements de la matinée, cherchant un détail qui lui aurait échappé. Comment Thomas a-t-il pu disparaître en si peu de temps? La cour est fermée, les murs sont hauts, le portail est verrouillé. Une pensée terrible lui traverse l'esprit. Et si quelqu'un était entré dans l'école? Et si on avait enlevé Thomas pendant qu'elle avait le dos tourné? L'arrivée des gendarmes à l'école Jean Moulin, à 11h15, ce matin d'octobre 1987, marque le début d'une enquête qui va bouleverser la tranquille commune de Belleville-sur-Saône. L'adjudant-chef Bernard Roussel, accompagné de 2 gendarmes, établit immédiatement un périmètre de sécurité autour de l'établissement et commence les premières constatations. Michel et Sylvie Leblond arrivent ensemble, le visage livide d'angoisse. Sylvie s'effondre en larmes dans les bras de son mari quand Monsieur Leroux leur confirme que leur fils reste introuvable malgré toutes les recherches. Claire Dubar, rongée par la culpabilité, leur présente des excuses entrecoupées de sanglots, répétant qu'elle ne comprend pas comment cela a pu arriver. « Je l'ai vu près du mur du fond, puis j'ai détourné le regard juste 1 minute pour rappeler à l'ordre les enfants qui jouaient au ballon », explique-t-elle aux gendarmes. « Quand j'ai regardé à nouveau, il n'était plus là. C'est impossible. Les murs font 2 mètres de hauteur et le portail était fermé à clé. » L'adjudant Roussel examine minutieusement la cour de récréation. Il fait installer des cordons de police autour de la zone où Thomas a été vu pour la dernière fois et commence à interroger systématiquement tous les élèves présents. Les témoignages des enfants, bien que parfois confus à cause de leur jeune âge, convergent tous vers le même récit.
Thomas était bien près du mur du fond vers 10h25. Il semblait chercher quelque chose au sol, et puis plus personne ne l'a remarqué. La fouille de l'école s'intensifie avec l'arrivée de renforts de la gendarmerie de Villefranche-sur-Saône. Les gendarmes inspectent chaque centimètre carré du bâtiment, des combles aux caves, passent au peigne fin la cour de récréation, examinent les murs d'enceinte à la recherche d'une brèche ou d'un moyen d'escalade. Ils ne trouvent rien. Vers 14h, l'enquête s'étend au-delà de l'école. Des battues sont organisées dans le centre-ville de Belleville. Les berges de la Saône sont fouillées. Les caves et greniers des maisons voisines sont inspectés avec l'autorisation de leurs propriétaires. Des maîtres chiens sont appelés en renfort depuis Lyon. Ils suivent la piste de Thomas jusqu'au mur du fond de la cour, puis la perdent complètement, comme si l'enfant s'était volatilisé. L'hypothèse de l'enlèvement prend rapidement le dessus dans l'esprit des enquêteurs. Le brigadier-chef Alain Mercier, spécialisé dans les affaires impliquant des mineurs, arrive de Lyon dans l'après-midi pour prendre la direction des opérations. Il ordonne la vérification immédiate du fichier des délinquants sexuels de la région et lance un appel à témoins sur toutes les radios locales. « Nous privilégions la piste de l'enlèvement », déclare-t-il aux journalistes qui commencent à affluer. Un enfant de 8 ans ne disparaît pas sans laisser de traces dans une cour d'école fermée. Quelqu'un a forcément vu ou entendu quelque chose. Les médias s'emparent rapidement de l'affaire. Dès le journal télévisé de 20h sur FR3 Rhône-Alpes, le visage poupin de Thomas apparaît sur les écrans, accompagné d'un appel pressant à témoins. Le lendemain, le journal régional Le Progrès consacre sa une à la disparition, avec un titre qui marque les esprits. Un écolier volatilisé en pleine récréation à Belleville-sur-Saône. L'enquête révèle rapidement que Thomas était un enfant sans histoire, aimé de tous, qui n'avait aucune raison de fuguer. Les interrogatoires de ses parents, de ses enseignants et de ses camarades de classe ne font apparaître aucun élément suspect dans son comportement récent. Le petit garçon était heureux, travaillait bien en classe, entretenait de bonnes relations avec sa famille. Les investigations se concentrent alors sur l'entourage familial et scolaire. Tous les employés de l'école sont longuement interrogés. Les enseignants, le personnel administratif, la femme de service, le jardinier à temps partiel, Jules Bertrand. Ce dernier, âgé de 58 ans, travaille à l'école depuis 1979. C'est un homme discret, célibataire, qui vit seul dans un petit appartement du centre-ville. Son casier judiciaire est vierge, ses références professionnelles excellentes. Monsieur Bertrand était en congé ce jour-là, précise Monsieur Leroux aux enquêteurs. Il ne travaille que les lundis, mercredis et vendredis. Le mardi, c'est Madame Petitjean qui s'occupe de l'entretien des espaces extérieurs en plus du ménage. Les voisins de l'école sont également interrogés. Madame Henriette Favier, qui habite la maison mitoyenne au mur du fond de la cour, se souvient avoir entendu des voix d'enfants pendant la récréation, comme d'habitude, mais rien d'anormal. « J'étais en train de faire mon repassage près de la fenêtre qui donne sur l'école, » déclare-t-elle. « J'ai entendu les enfants jouer, puis ça s'est tu d'un coup. J'ai pensé que la récréation était finie. » Au bout d'une semaine d'enquête intensive, les gendarmes n'ont toujours aucune piste sérieuse. L'hypothèse de l'enlèvement reste privilégiée. Mais aucun témoin n'a vu d'individus suspects rôder autour de l'école. Aucune voiture inconnue n'a été remarquée dans le quartier. Aucune demande de rançon n'a été formulée. Les fouilles s'étendent progressivement à toute la commune. Les vignobles sont passés au peigne fin. Les bois environnants sont ratissés par des dizaines de bénévoles. Les cours d'eau sont sondés par les plongeurs de la sécurité civile. Ces recherches mobilisent jusqu'à 200 personnes certains jours, coordonnées par la gendarmerie et la mairie. Claire Dubar sombre dans une profonde dépression. Se sentant responsable de la disparition de Thomas, elle ne peut plus assurer correctement ses cours. Le médecin scolaire lui prescrit un arrêt maladie de plusieurs semaines. Elle passe ses journées enfermée chez elle, ressassant sans cesse les événements de cette fatale récréation, cherchant désespérément ce qu'elle aurait pu faire différemment. « Si seulement je n'avais pas détourné le regard », répète-t-elle à sa sœur qui vient lui rendre visite. « Si seulement j'avais été plus vigilante. Comment ai-je pu laisser un enfant disparaître sous ma surveillance ?»
Les parents de Thomas vivent un calvaire quotidien. Michel arrête de travailler pendant plusieurs semaines pour participer activement aux recherches, affichant des avis de disparition dans toute la région, interrogeant inlassablement les passants. Sylvie ne peut plus supporter de rester dans leur maison de la rue de la République où chaque objet lui rappelle son fils. Elle va s'installer temporairement chez sa mère à Mâcon. Au bout d'un mois, l'enquête piétine. Les gendarmes ont épuisé toutes les pistes locales et commencent à élargir leurs recherches au niveau national. Le signalement de Thomas est diffusé dans toutes les brigades de France. Son dossier est transmis à l'Office central pour la répression des violences aux personnes, au CRVP à Paris. L'affaire prend une dimension médiatique nationale quand elle est évoquée dans l'émission Perdu de vue de TF1, présentée par Jacques Pradel. La diffusion du reportage, le 15 novembre 1987, suscite une centaine d'appels téléphoniques, mais aucun ne débouche sur une piste sérieuse. Plusieurs témoins prétendent avoir vu Thomas dans différentes villes de France, mais toutes ces identifications se révèlent erronées. L'hiver 1987-1988 s'installe sur Belleville-sur-Saône, avec son cortège de brouillard et de frimas. L'affaire Thomas Leblond commence progressivement à sortir de l'actualité. Les journalistes se font plus rares, les battues s'espacent, la routine reprend peu à peu ses droits dans la petite commune. Claire Dubar reprend son travail en janvier 1988, mais elle n'est plus la même. Ses collègues remarquent qu'elle a vieilli de 10 ans en quelques mois. Ses cheveux ont blanchi prématurément, son regard a perdu cette bienveillance naturelle qui la caractérisait. Elle surveille ses récréations avec une vigilance maladive, ne quittant jamais ses élèves des yeux, sursautant au moindre cri d'enfant. Les parents de Thomas, eux, refusent d'abandonner l'espoir. Ils s'investissent dans l'association Enfants disparus, qui vient d'être créée à Lyon, et participent à toutes les initiatives visant à maintenir l'affaire dans l'actualité. Chaque année, le 15 octobre, ils organisent une marche silencieuse dans les rues de Belleville pour que le nom de leur fils ne tombe pas dans l'oubli. Les habitants de la commune, profondément marqués par ce drame, changent leurs habitudes. Les parents accompagnent désormais leurs enfants jusqu'à la grille de l'école et viennent les chercher personnellement. La surveillance des récréations est renforcée. Des interphones sont installés entre les classes et le bureau du directeur. L'école Jean Moulin elle-même porte les stigmates de cette tragédie. Le mur du fond de la cour, là où Thomas a été vu pour la dernière fois, devient un lieu de recueillement officieux. Des anonymes y déposent régulièrement des fleurs, des peluches, des petits mots d'espoir. Une plaque commémorative est apposée par la mairie. À Thomas Leblond, élève de cette école, nous ne t'oublierons jamais. Au fil des années, l'affaire connaît quelques rebondissements. En 1992, l'arrestation d'un pédophile récidiviste dans la région lyonnaise relance brièvement l'enquête. L'homme avoue plusieurs agressions sur mineurs, mais nie farouchement tout lien avec la disparition de Thomas. En 1998, la découverte d'ossements d'enfants dans une forêt de lin fait espérer un dénouement, mais les analyses ADN excluent qu'il s'agisse de Thomas. Le dossier reste officiellement ouvert, mais les enquêteurs n'ont plus guère d'espoir de le résoudre. Les témoins de l'époque vieillissent, les souvenirs s'estompent, les pistes se refroidissent. Thomas Leblond rejoint la longue liste des enfants disparus, dont le sort demeure à jamais mystérieux. En 2007, pour le 20e anniversaire de la disparition, Le Progrès consacre un article rétrospectif à l'affaire. L'enquêteur qui avait dirigé les recherches, le brigadier-chef Mercier, désormais à la retraite, confie son amertume. « C'est l'échec de ma carrière. Un enfant qui disparaît en plein jour, sous surveillance, dans une école fermée. Je n'ai jamais compris comment c'était possible. » Claire Dubar, interrogée pour la même occasion, livre un témoignage poignant. « Pas une journée ne passe sans que je repense à Thomas. J'ai consacré ma vie aux enfants et j'ai failli à protéger l'un d'eux. C'est une blessure qui ne se referme jamais. Mais parfois, le destin réserve des surprises que personne n'attend. Et c'est exactement ce qui va se produire 23 ans plus tard, par un matin de mars 2010, quand la vérité va enfin éclater au grand jour.
Le printemps 2010 apporte à Belleville-sur-Saône les changements que le nouveau millénaire avait promis, mais tardé à livrer. La petite commune du Rhône, comme beaucoup d'autres en France, doit s'adapter aux mutations de la société moderne. L'école Jean Moulin, vieillissante et devenue trop petite pour accueillir les élèves d'une population en croissance, va être remplacée par un établissement flambant neuf construit en périphérie de la ville. Le conseil municipal, réuni en session extraordinaire le 12 février 2010, vote à l'unanimité la transformation de l'ancien bâtiment scolaire en centre culturel et associatif. C'est un projet d'avenir qui s'inscrit dans le respect de notre patrimoine, déclare le maire, M. Jean-Claude Girard, élu en 2008 sur un programme de modernisation respectueuse des traditions locales. Les travaux de rénovation sont confiés à l'entreprise Bâtiment Rhône-Saône, dirigée par Éric Moineau, un entrepreneur local réputé pour son sérieux et sa connaissance du patrimoine architectural régional. L'équipe d'ouvriers qui prend possession des lieux le lundi 8 mars 2010 découvre un bâtiment figé dans le temps, où résonnent encore les échos d'un demi-siècle d'éducation et de rires d'enfants. Claire Dubar, désormais âgée de 65 ans et en pré-retraite depuis septembre 2009, assiste de loin au début des travaux. Elle habite toujours la même petite maison de la rue Pasteur, à quelques centaines de mètres de l'école. Chaque matin, lors de sa promenade quotidienne, elle passe devant les grilles de l'établissement et ne peut s'empêcher de repenser à cette matinée d'octobre 1987 qui a bouleversé sa vie. Ses cheveux sont maintenant entièrement blancs, son dos s'est voûté avec l'âge, mais son regard garde cette tristesse particulière de ceux qui portent un fardeau invisible. En 23 ans, elle n'a jamais cessé de se reprocher la disparition de Thomas. Malgré les nombreuses tentatives de ses proches pour la rassurer sur sa responsabilité dans cette affaire. Le mardi 16 mars 2010, une découverte inattendue va changer le cours de l'histoire. Kevin Dumoulin, ouvrier de 28 ans, spécialisé dans la démolition, travaille depuis une semaine à vider les caves de l'école en prévision des travaux de rénovation. Ces sous-sols, utilisés autrefois pour stocker le matériel de chauffage et d'entretien, n'ont pas été vidés depuis des décennies. « C'est un vrai bazar là-dedans », confie-t-il à son collègue Bruno Lavigne en remontant de sa 3e descente de la matinée. « Il y a des trucs qui datent de Mathusalem. Des vieux radiateurs en fonte, des outils rouillés, des caisses de documents moisis. » Vers 11h30, alors qu'il déplace une lourde armoire métallique adossée au mur sud de la cave principale, Kevin remarque une anomalie dans la maçonnerie. Derrière le meuble, une portion du mur présente une couleur légèrement différente, comme si cette section avait été refaite plus récemment que le reste. « Bruno, viens voir ça », appelle-t-il. « Il y a quelque chose de bizarre avec ce mur. » Les deux hommes examinent attentivement la paroi. Effectivement, sur environ 1 mètre carré, les pierres semblent avoir été remontées avec un mortier plus clair que celui utilisé pour le reste de la construction. En passant la main sur la surface, il constate que cette section sonne creux. « On dirait qu'il y a un vide derrière », constate Bruno en frappant délicatement avec son marteau. « Peut-être une ancienne ouverture qui a été murée ?» Éric Moineau, prévenu par ses ouvriers, descend examiner la découverte. En tant qu'entrepreneur expérimenté dans la rénovation de bâtiments anciens, il sait que ce type d'anomalie peut révéler des éléments historiques intéressants. Les écoles construites dans les années 1950 réutilisaient parfois des fondations plus anciennes ou intégraient des structures préexistantes. « Il faut qu'on voie ce qu'il y a derrière », décide-t-il. Ça peut être un ancien conduit de ventilation, un passage de service ou même une cave plus ancienne. De toute façon, avant de refaire l'isolation, il faut qu'on connaisse l'état exact des murs. L'après-midi même, les ouvriers commencent à percer délicatement la section suspecte. Ils utilisent un perforateur électrique pour créer une ouverture d'exploration, prenant soin de ne pas endommager d'éventuelles structures cachées. Après avoir traversé environ 20 cm de maçonnerie, l'outil perce dans le vide. Kevin braque sa lampe torche dans l'ouverture et pousse un cri de surprise. « Bon sang, il y a tout un espace derrière, ça ressemble à un tunnel !» La découverte fait sensation sur le chantier.
Éric Moineau agrandit prudemment l'ouverture pour permettre l'exploration de cet espace mystérieux. Ce qu'ils découvrent dépasse toutes leurs attentes. Derrière le mur muré se cache l'entrée d'un réseau de galeries souterraines creusées dans le rocher calcaire. « C'est incroyable !» murmure Bruno en éclairant les parois rocheuses avec sa lampe. Ces tunnels ont l'air d'avoir été creusés à la main. Regardez ces marques d'outils sur les murs. Les galeries, hautes d'environ 1,70 m et larges de 80 cm, s'étendent vers l'ouest, en direction du centre-ville. Les murs portent effectivement les traces d'un travail de terrassement manuel, avec des niches creusées à intervalles réguliers, probablement pour y placer des lampes à huile. Éric Moineau, passionné d'histoire locale, commence à comprendre la nature de leur découverte. « Je parie que c'est un tunnel de la Résistance », déclare-t-il avec excitation. Pendant l'occupation, les maquisards de la région avaient creusé tout un réseau de galeries pour échapper aux Allemands. Mon grand-père m'en a parlé quand j'étais petit. La nouvelle de la découverte se répand rapidement dans Belleville-sur-Saône. Dès le lendemain, M. Girard, le maire, se rend sur place accompagné de Mme Isabelle Bertrand, responsable du service culturel de la commune et fille de l'ancien jardinier de l'école, Jules Bertrand. « C'est extraordinaire !» s'exclame le maire en pénétrant dans les galeries avec précaution. « Nous avons là un véritable patrimoine historique. Il faut absolument faire appel à des spécialistes pour étudier ce réseau. » Madame Bertrand, elle, semble troublée par cette découverte. Âgée de 43 ans, elle a grandi à Belleville et se souvient vaguement des histoires que lui racontait son père sur la guerre et la résistance. Mais Jules Bertrand, décédé d'un cancer en 2003, avait toujours été très discret sur cette période de sa vie. « Mon père ne parlait jamais de la guerre », confie-t-elle au maire. « Quand j'étais petite et que je lui posais des questions, il changeait toujours de sujet. Il disait que c'était une époque qu'il valait mieux oublier. » L'exploration des tunnels révèle un réseau plus étendu que prévu. Les galeries principales, au nombre de 3, convergent vers une salle souterraine naturelle située sous l'ancienne cour de récréation. Cette cavité, creusée par l'érosion dans le calcaire, mesure environ 4 mètres de long sur 3 de large. C'est dans cette salle que Kevin Dumoulin fait, le jeudi 18 mars, une découverte qui va glacer d'effroi tous les présents. Éclairant méthodiquement chaque recoin avec sa lampe torche, l'ouvrier repère dans l'angle nord-est de la cavité quelque chose qui ne devrait pas s'y trouver. Des ossements humains partiellement recouverts par des décennies d'accumulation de poussière et de débris. « Monsieur Moineau !» crie-t-il d'une voix étranglée. « Venez vite, il y a des os ici. » L'entrepreneur se précipite et constate avec horreur que Kevin a raison. Dans le faisceau de la lampe apparaissent distinctement un crâne de petite taille et plusieurs os longs, disposés de manière qui suggère qu'il s'agit bien des restes d'un corps humain. « Bon sang !» murmure Éric en reculant instinctivement. « Il faut prévenir immédiatement la gendarmerie et que personne ne touche à rien. » En remontant à la surface, les hommes sont livides. La découverte de restes humains dans un tunnel secret sous l'école primaire dépasse tout ce qu'ils pouvaient imaginer. Qui peut bien être enterré là? Un résistant mort pendant la guerre? Un collaborateur exécuté à la Libération? Mais une pensée terrible traverse l'esprit d'Éric Moineau, puis celui de Kevin et de Bruno. Ils échangent des regards lourds de sous-entendus avant qu'Éric ne formule à voix haute ce que tous pensent. Vous croyez que ça pourrait être le petit Thomas, celui qui avait disparu ici il y a 20 ans? Le silence qui suit cette question résonne dans la cave vide comme un glas. Car effectivement, la présence d'un squelette d'enfant dans les souterrains de l'école Jean Moulin, la même où Thomas Leblond avait mystérieusement disparu en 1987, ne peut être une coïncidence. Kevin sort son téléphone portable et compose immédiatement le numéro de la gendarmerie de Belleville-sur-Saône. Il tombe sur le maréchal des logis chef Patrick Lemoine, qui a remplacé l'adjudant Roussel, parti à la retraite en 2005. Gendarmerie de Belleville, maréchal des logis chef Lemoine. Monsieur le gendarme, c'est Kevin Dumoulin. Je travaille sur le chantier de l'ancienne école Jean Moulin. Nous venons de découvrir des restes humains dans des tunnels souterrains sous l'école. Il faut que vous veniez immédiatement.
Le gendarme, surpris par cet appel inattendu, demande des précisions. « Des restes humains? Vous êtes sûr de ce que vous me dites ?»« Certain. On a trouvé un squelette dans une cavité souterraine. Et vu l'endroit, on se demande si ça ne pourrait pas être le petit Thomas, celui qui avait disparu ici en 1987. » Un long silence accueille cette révélation. Le maréchal des logis, chef Lemoine, connaît parfaitement l'affaire, Thomas Leblond, l'un des cold cases les plus célèbres de sa circonscription. Tous les gendarmes de la brigade en ont entendu parler, et le dossier, bien qu'officiellement en sommeil, n'a jamais été classé. « Ne bougez pas, on arrive », répond-il d'une voix tendue. Et surtout que personne ne touche à rien et qu'aucun curieux ne descende dans ces tunnels. L'arrivée des gendarmes sur le chantier de l'école Jean Moulin à 15h30 ce jeudi 18 mars 2010 marque le début d'une enquête qui va rouvrir l'une des affaires les plus mystérieuses de la région Rhône-Alpes. Le maréchal des logis-chef Patrick Lemoine, accompagné de 3 gendarmes et du médecin légiste de permanence, le docteur Sylvain Moreau, établit immédiatement un périmètre de sécurité autour du chantier. La nouvelle de la découverte se répand comme une traînée de poudre dans Belleville-sur-Saône. En quelques heures, une foule de curieux se masse devant les grilles de l'ancienne école, retenue par un cordon de gendarmerie. Les plus anciens habitants se souviennent parfaitement de l'affaire Thomas Leblond et chuchotent entre eux que la vérité va peut-être enfin éclater. Claire Dubar apprend la nouvelle vers 16h par sa voisine, Madame Favier, qui l'appelle dans un état de grande agitation. « Claire, tu as entendu? Ils ont trouvé des ossements sous l'école. Ils pensent que c'est peut-être Thomas. » L'ancienne institutrice sent ses jambes se dérober sous elle. Après 23 ans de questionnement et de culpabilité, l'idée que le corps de Thomas puisse avoir été là, sous ses pieds, pendant tout ce temps, lui donne le vertige. Elle s'effondre dans son fauteuil, tremblante, incapable de prononcer le moindre mot. Michel et Sylvie Leblond, prévenus par la gendarmerie, arrivent sur les lieux vers 17h. Le couple, maintenant âgé respectivement de 62 et 59 ans, porte sur son visage les stigmates de 23 années d'espoir et de désespoir alternés. Sylvie, dont les cheveux ont blanchi prématurément, s'agrippe au bras de son mari comme si elle craignait de s'effondrer. « Après toutes ces années, » murmure Michel d'une voix brisée. « Mon Dieu, s'il était là depuis le début !» Le docteur Moreau et l'équipe de la police scientifique de Lyon, appelée en renfort, commencent l'examen minutieux des restes découverts dans la cavité souterraine. L'accès au tunnel est sécurisé par un système d'éclairage provisoire et chaque centimètre carré de la salle souterraine est photographié et répertorié. L'examen préliminaire du squelette révèle des informations troublantes. Le docteur Moreau, spécialiste en médecine légale, établit rapidement que les ossements appartiennent à un enfant âgé d'environ 8 à 10 ans au moment de sa mort. La dentition, remarquablement bien conservée grâce aux conditions particulières de la cavité, présente des caractéristiques qui pourraient correspondre au dossier dentaire de Thomas. L'état de conservation est exceptionnel, explique le médecin légiste au maréchal des logis chef Lemoine. L'atmosphère sèche et la température constante de ces galeries ont pratiquement momifié les restes. Nous devrions pouvoir obtenir des résultats d'analyse ADN fiables. Mais c'est en explorant plus minutieusement la cavité que les enquêteurs font des découvertes encore plus troublantes. Près du squelette, partiellement enfoui sous des années d'accumulation de poussière et de débris, ils trouvent des lambeaux de tissu qui pourraient correspondre aux vêtements portés par Thomas le jour de sa disparition. Un morceau de laine bleu marine attire particulièrement l'attention du docteur Moreau. Il correspond exactement à la description du manteau que portait Thomas ce fameux matin d'octobre 1987. Plus troublant encore, les enquêteurs découvrent, coincé entre 2 pierres, un petit objet métallique oxydé qu'ils identifient comme étant un bouton doré, semblable à ceux qui ornaient le manteau préféré de l'enfant. « C'est lui !» chuchote Sylvie Leblond quand le gendarme lui montre discrètement le bouton dans un sachet plastique. C'est le manteau que sa grand-mère lui avait offert. Je reconnaîtrai ces boutons entre 1000. L'émotion est palpable sur le chantier.
Après plus de 2 décennies d'incertitude, les parents de Thomas touchent peut-être enfin au bout de leur calvaire. Mais cette révélation soulève immédiatement une question terrifiante. Comment Thomas est-il arrivé dans ces tunnels souterrains? Et surtout, comment est-il mort? L'expertise du docteur Moreau se concentre sur cette question cruciale. L'examen des ossements ne révèle aucune trace de traumatisme évident. Pas de fracture du crâne, pas de lésions sur les côtes ou les membres qui indiqueraient une agression violente. Le positionnement du squelette suggère que l'enfant était allongé, peut-être évanoui ou déjà mort, quand il a été placé dans cette cavité. Il est encore trop tôt pour déterminer la cause exacte du décès, précise le médecin légiste. Mais l'absence de traumatisme visible nous oriente vers plusieurs hypothèses. Empoisonnement, suffocation ou encore mort naturelle suite à un choc émotionnel violent. Pendant que les experts poursuivent de leurs investigations dans les tunnels, l'enquête policière se relance sur de nouvelles bases. Le capitaine de gendarmerie Sandra Rousselin, spécialiste des affaires criminelles, arrive de Lyon pour prendre la direction des opérations. Cette femme de 45 ans, réputée pour sa ténacité et son professionnalisme, a étudié le dossier Thomas Leblond pendant son trajet depuis la capitale régionale. « Nous reprenons l'enquête à zéro », déclare-t-elle lors de la conférence de presse improvisée devant l'école. La découverte de ces tunnels change complètement la donne. Nous devons comprendre comment Thomas a pu accéder à ces galeries souterraines et qui étaient au courant de leur existence. La première piste d'investigation concerne l'histoire de ces tunnels mystérieux. Les recherches aux archives municipales révèlent rapidement leur origine. Il s'agit effectivement d'un réseau creusé pendant l'occupation par le réseau de résistance Combat, dirigé localement par un instituteur nommé Henri Lagrange. Ces galeries permettaient aux maquisards de se déplacer discrètement entre différents points de la ville et servaient de cache d'armes. Mais voici le détail qui intrigue les enquêteurs. Selon les archives de la Libération, ce réseau de tunnels était censé avoir été comblé en 1946 sur ordre des autorités militaires. Comment se fait-il qu'il soit resté accessible? Et surtout, qui connaissait son existence en 1987? L'interrogatoire systématique des témoins de l'époque révèle que très peu de personnes étaient au courant de l'existence de ces galeries. La plupart des résistants qui les avaient utilisés étaient morts pendant la guerre ou dans les années qui avaient suivi. Henri Lagrange lui-même était décédé en 1979, 8 ans avant la disparition de Thomas. C'est en consultant les listes du personnel de l'école Jean Moulin que le capitaine Rousselin fait une découverte intrigante. Jules Bertrand, le jardinier de l'école de 1979 à 2003, était né en 1929 à Belleville-sur-Saône. Pendant l'occupation, alors qu'il n'était qu'adolescent, il avait vécu chez son oncle maternel, Pierre Lagrange, le frère d'Henri Lagrange, l'organisateur du réseau de tunnels. Il est possible que Jules Bertrand ait connu l'existence de ces galeries, note le capitaine dans son rapport. En tant que jardinier de l'école, il avait accès à tous les sous-sols et aurait pu découvrir l'entrée murée, voire même la rouvrir discrètement. Cette piste prend une dimension dramatique quand les enquêteurs apprennent que Jules Bertrand est décédé en 2003, emportant avec lui ses éventuels secrets. Mais sa fille, Isabelle Bertrand, responsable culturelle de la commune, accepte de coopérer avec l'enquête malgré l'émotion que lui cause cette situation. « Mon père ne m'a jamais parlé de tunnels sous l'école », déclare-t-elle lors de son audition. Mais c'est vrai qu'il était très discret sur son passé. Il passait beaucoup de temps seul dans les caves de l'école, prétendument pour l'entretien. Je pensais que c'était normal vu son travail. Les enquêteurs fouillent minutieusement l'ancienne maison de Jules Bertrand, rachetée par sa fille après son décès. Dans le grenier, ils découvrent une malle contenant des documents personnels, des photographies de famille et surtout un carnet de notes manuscrites qui va faire sensation. Ce carnet, tenu par Jules Bertrand de 1979 à 2002, contient des observations détaillées sur la vie de l'école, les habitudes des enfants, les mouvements du personnel. Mais c'est en arrivant aux pages concernant l'année 1987 que les gendarmes font une découverte stupéfiante.
À la date du 15 octobre 1987, jour de la disparition de Thomas, Jules Bertrand a écrit « Le petit Leblond pose trop de questions sur les vieux bâtiments. Il a découvert l'entrée hier. Je ne peux pas le laisser raconter ça aux autres. J'ai fait ce qu'il fallait. Personne ne comprendra jamais. » Cette phrase glaçante confirme les pires soupçons des enquêteurs. Jules Bertrand était bien impliqué dans la disparition de Thomas. Mais que s'est-il exactement passé ce matin d'octobre 1987? Et pourquoi le jardinier a-t-il commis cet acte irréparable? La suite du carnet révèle un homme rongé par la culpabilité mais incapable d'avouer son crime. Pendant des années, Jules Bertrand a consigné ses remords, ses cauchemars, sa peur d'être découvert. Il écrit notamment en date du 15 octobre 1992, « 5 ans déjà, l'enfant me hante toutes les nuits. Mais il était trop tard pour revenir en arrière. Si j'avoue maintenant, je finis ma vie en prison. » Le capitaine Rousselin reconstitue progressivement le déroulement des événements. Thomas, passionné d'histoire et de mystère, avait découvert l'entrée murée des tunnels pendant ses explorations solitaires dans les sous-sols de l'école. Jules Bertrand, qui utilisait probablement ces galeries pour des activités illégales, peut-être du recel d'objets volés ou de la contrebande, ne pouvait pas courir le risque que l'enfant révèle leur existence. Le matin du 15 octobre, profitant de sa journée de congé, Jules Bertrand était secrètement venu à l'école pendant la récréation. Il avait attiré Thomas vers l'entrée des tunnels, peut-être sous prétexte de lui montrer quelque chose d'intéressant. Une fois l'enfant dans les galeries, le jardinier l'avait, quoi? Frappé? Empoisonné? Étranglé? Les dernières pages du carnet apportent une réponse terrifiante à cette question. En date du 15 octobre 2000, 13 ans jour pour jour après le drame, Jules Bertrand a écrit « Je ne voulais pas le tuer. Je voulais juste l'assommer pour qu'il se taise, mais le coup a été trop fort. Quand j'ai vu qu'il ne bougeait plus, j'ai paniqué. Je l'ai laissé dans la cavité et j'ai remuré l'entrée. Personne ne devait jamais le retrouver. » Cette confession posthume bouleverse tous les protagonistes de l'affaire. Claire Dubar, interrogée par les gendarmes, s'effondre en apprenant la vérité. Ainsi, pendant que je surveillais la récréation, cet homme était en train de tuer un de mes élèves dans les sous-sols. Comment ai-je pu ne rien voir? Comment ai-je pu ne rien entendre? Michel et Sylvie Leblond vivent un mélange de soulagement et de colère. Soulagement de connaître enfin la vérité sur le sort de leur fils. Colère de découvrir qu'il a été tué par quelqu'un qu'ils côtoyaient régulièrement. Quelqu'un en qui l'école et les parents avaient confiance. « Cet homme a détruit notre vie », déclare Michel lors d'une conférence de presse. « Pendant 23 ans, nous avons vécu dans l'espoir que Thomas reviendrait. Nous avons imaginé qu'il était quelque part, qu'il grandirait, qu'il fonderait peut-être une famille. Et pendant tout ce temps, il était mort, enterré sous l'école par ce monstre. Mais l'enquête révèle une dernière surprise, peut-être la plus troublante de toutes. En analysant plus attentivement le carnet de Jules Bertrand, les experts découvrent que Thomas n'était pas sa seule victime. L'analyse approfondie du carnet de Jules Bertrand par les experts en graphologie et les enquêteurs spécialisés révèle progressivement l'ampleur horrifiante des crimes commis par l'ancien jardinier de l'école Jean Moulin. Ce qui avait commencé comme l'élucidation d'une disparition mystérieuse se transforme en enquête sur les agissements d'un prédateur qui a sévi pendant des décennies. Le capitaine Sandra Rousselin, secondé par une équipe d'enquêteurs de la police judiciaire de Lyon, épluche chaque page du carnet avec une attention minutieuse. Les notes de Jules Bertrand, écrites dans un style télégraphique et souvent codé, révèlent un système de notation complexe où certains enfants étaient marqués comme problématiques ou curieux. « Regardez cette page de septembre 1987 », dit le capitaine à son adjoint, le lieutenant Marc Fournier. Il écrit « Petit Leblond encore dans les caves aujourd'hui. Pose trop de questions sur les vieux murs, risque de tout découvrir, sera difficile à gérer. » Et là, quelques pages plus loin, problème réglé définitivement, plus de risque de découverte. Mais c'est en remontant dans le temps, vers les premières années d'activité de Jules Bertrand à l'école, que les enquêteurs font des découvertes encore plus troublantes. Le carnet mentionne d'autres enfants
problématiques qui ont mystérieusement quitté l'école ou déménagé avec leur famille dans des circonstances étranges. En octobre 1981, Jules Bertrand écrit « Petite Martine, trop observatrice, a vu les entrées et sorties nocturnes. Famille partie précipitamment à Marseille après accident de la fillette. Plus de problème. » En mars 1984, Julien Perrin fouille partout, devient dangereux. Solution trouvée. Parents convaincus d'internement psychiatrique après crise de l'enfant. Ces révélations glaçantes poussent le capitaine Rousselin à élargir considérablement l'enquête. Elle demande l'ouverture d'une commission rogatoire pour examiner tous les cas d'enfants ayant quitté l'école Jean Moulin dans des circonstances particulières entre 1979 et 2003, période d'activité de Jules Bertrand. Les recherches dans les archives scolaires et municipales révèlent un schéma répétitif troublant. Tous les 2 ou 3 ans, un enfant curieux ou fouineur quittait brusquement l'établissement, soit par déménagement familial soudain, soit pour raison médicale mystérieuse. Dans chaque cas, Jules Bertrand avait signalé aux parents des comportements inquiétants de leur enfant. Tendance à la mythomanie, crise de violence inexpliquée ou obsession malsaine. Il était très fort, reconnaît le capitaine Rousselin lors d'un briefing avec son équipe. Il manipulait les parents en leur faisant croire que leur enfant avait des problèmes psychologiques. Les familles, inquiètes, préféraient déménager ou consulter des spécialistes ailleurs plutôt que de creuser davantage. L'enquête révèle également que Jules Bertrand utilisait effectivement les tunnels souterrains pour des activités illégales. Une perquisition approfondie de la cavité où a été trouvé Thomas met au jour une cache contenant des objets d'art religieux volés, chandeliers en argent, calices dorés, manuscrits anciens provenant d'églises de la région. Le réseau de recel, organisé par Jules Bertrand, était sophistiqué. Il profitait de son accès libre aux bâtiments publics, non seulement l'école, mais aussi l'église paroissiale dont il entretenait occasionnellement le jardin, pour dérober discrètement des objets de valeur qu'il revendait ensuite à des antiquaires peu scrupuleux de Lyon et de Mâcon. Thomas Leblonde avait eu la malchance de tomber sur ce secret bien gardé. Sa passion pour l'histoire et son habitude d'explorer les moindres recoins de l'école l'avaient mené à découvrir l'entrée des tunnels, que Jules Bertrand avait rouverte pour ses activités criminelles. Le 15 octobre 1987, Jules Bertrand avait pris sa journée de congé officielle, mais était venu discrètement à l'école pendant la récréation de 10h15. Il connaissait parfaitement les habitudes de Thomas et savait que l'enfant avait tendance à s'isoler près du mur du fond pour lire ou explorer. Thomas avait-il appelé depuis l'entrée de service qui donnait directement sur la cave. « Viens voir. J'ai trouvé quelque chose d'extraordinaire dans les sous-sols, un passage secret comme dans tes livres d'histoire. » L'enfant, curieux et confiant envers cet adulte qu'il côtoyait régulièrement, avait suivi Jules Bertrand vers l'école. Dans la cave, le jardinier lui avait montré l'entrée démunte des tunnels. « Regarde, c'est un vrai passage de la résistance. Mais il faut que ça reste notre secret, d'accord ? Les autres adultes ne comprendraient pas. » Thomas, fasciné, était entré dans les galeries. Mais rapidement, voyant les objets volés cachés dans la cavité principale, il avait commencé à poser des questions embarrassantes. Pourquoi il y a des chandeliers d'église ici? C'est vous qui les avez mis? Il faut le dire au directeur. Jules Bertrand avait paniqué. Dans un mouvement de colère et de peur, il avait frappé Thomas avec une pierre pour le faire taire. Le coup, porté à la tempe, avait été fatal. L'enfant s'était effondré et n'avait plus bougé. « Je ne voulais pas le tuer », avait écrit Jules Bertrand dans son carnet. « Je voulais juste qu'il se taise, mais quand j'ai vu le sang, j'ai compris que c'était fini. Il était mort, et c'était ma faute. » Pris de panique, Jules Bertrand avait traîné le corps de Thomas au fond de la cavité, l'avait recouvert de pierres et de débris, puis avait remuré l'entrée des tunnels. Il était remonté à la surface et avait quitté l'école discrètement par l'entrée de service, prenant soin de refermer toutes les portes derrière lui. Toute l'opération n'avait pas duré plus de 15 minutes. Quand Claire Dubar avait constaté la disparition de Thomas à 10h30, celui-ci était déjà mort et enterré dans les sous-sols de l'école.
Pendant que les gendarmes organisaient leurs recherches, que les parents se lamentaient et que toute la commune se mobilisait, l'assassin continuait tranquillement sa vie normale, feignant l'inquiétude et participant même aux battues de recherche. C'est l'aspect le plus révoltant de cette affaire, confie le capitaine Rousselin au procureur de la République de Villefranche-sur-Saône, venu sur place pour constater l'ampleur du dossier. Cet homme a consolé les parents de Thomas, a participé aux recherches, a joué la compassion pendant 23 ans, alors qu'il savait parfaitement ce qu'il avait fait. L'analyse des archives personnelles de Jules Bertrand révèle d'autres éléments troublants. Dans sa maison, les enquêteurs découvrent une collection de coupures de presse sur l'affaire Thomas Leblond, soigneusement classées dans des classeurs. L'homme suivait visiblement avec attention l'évolution de l'enquête, notant au crayon rouge les pistes qui l'inquiétaient. En marge d'un article du Progrès daté de novembre 1987, Jules Bertrand avait écrit « Ils ne trouveront jamais, l'entrée est trop bien cachée ». Sur un autre article évoquant l'intervention de Maître Chien, « Les chiens ne peuvent pas sentir à travers 20 centimètres de pierre et de mortier ». Mais le document le plus accablant découvert dans les affaires de Jules Bertrand est une lettre jamais envoyée, datée de décembre 2002, soit quelques mois avant sa mort. Dans cette confession écrite, destinée au procureur de la République, mais finalement conservée dans ses papiers personnels, l'homme détaille précisément ses crimes. « Je sais que je vais bientôt mourir », écrit-il. « Le cancer me ronge et les médecins ne me donnent plus que quelques mois. Je ne peux pas partir en emportant ce secret. Il faut que la vérité soit connue, que les familles sachent enfin ce qui est arrivé à leurs enfants. » Dans cette lettre de 8 pages, Jules Bertrand avoue non seulement le meurtre de Thomas Leblond, mais également ses responsabilités dans la disparition de 4 autres enfants entre 1981 et 1998. Contrairement à Thomas, ces enfants n'avaient pas été tués, mais traumatisés psychologiquement par des menaces et des chantages jusqu'à ce que leur famille quitte la région. « J'utilisais toujours la même méthode », détaille-t-il. « Je surprenais l'enfant curieux dans les sous-sols, je lui montrais mes activités, puis je le menaçais de tuer ses parents s'il parlait. Les enfants, terrorisés, développaient des troubles du comportement. Les parents, inquiets, consultaient des médecins qui recommandaient souvent un changement d'environnement. Cette révélation pousse le capitaine Rousselin à retrouver ses familles qui avaient quitté Belleville-sur-Saône dans des circonstances mystérieuses. Les témoignages recueillis confirment les aveux de Jules Bertrand. Martine Chevalier, maintenant âgée de 37 ans et vivant à Marseille, accepte de témoigner par visioconférence depuis son domicile. « J'avais 7 ans quand c'est arrivé », raconte-t-elle d'une voix encore tremblante d'émotion. « J'étais descendue dans les caves de l'école pour récupérer un ballon. J'ai vu Monsieur Bertrand avec des objets dorés, des trucs qui ressemblaient à ce qu'on voyait à l'église. Quand il m'a vu, il est devenu très méchant. Il m'a dit que si je parlais à quelqu'un de ce que j'avais vu, il tuerait mes parents avec un couteau. Le traumatisme avait été si profond que la fillette avait développé des terreurs nocturnes, des crises d'angoisse et un mutisme sélectif. Ses parents, désemparés, avaient fini par accepter la mutation professionnelle que le père avait refusée des mois plus tôt, emmenant toute la famille loin de Belleville-sur-Saône. Pendant des années, j'ai fait des cauchemars, poursuit Martine. Je voyais toujours cet homme, avec ses yeux méchants qui me disaient qu'il tuerait papa et maman. Mes parents n'ont jamais compris pourquoi j'étais devenue si différente du jour au lendemain. Julien Perrin, contacté dans l'établissement psychiatrique où il vit depuis 1984, confirme lui aussi avoir été menacé par Jules Bertrand. Maintenant âgé de 33 ans, il a conservé des séquelles importantes de ce traumatisme d'enfance et vit sous traitement médical permanent. Il m'a montré une hache, se souvient-il, lors de l'entretien mené en présence de son psychiatre. Il a dit qu'il couperait la tête de ma petite sœur si je disais aux adultes qu'il avait des trésors cachés dans l'école. J'étais tellement terrorisé que j'ai arrêté de parler pendant des mois. Ces témoignages confirment le portrait d'un Jules Bertrand manipulateur et violent, capable d'utiliser la terreur pour protéger ses activités criminelles. Mais ils révèlent aussi pourquoi l'affaire Thomas Leblond a évolué différemment.
Contrairement aux autres enfants, Thomas n'avait pas eu le temps d'être menacé. Sa curiosité immédiate et ses questions directes avaient poussé Jules Bertrand à l'acte fatal. L'enquête révèle également l'existence d'un complice potentiel dans les activités de recel de Jules Bertrand. En analysant ses comptes bancaires et ses relevés téléphoniques, les enquêteurs identifient des contacts réguliers avec un antiquaire de Mâcon, Georges Villemard, décédé en 1999. Les descendants de Villemard, interrogés par la gendarmerie, confirment que leur père achetait régulièrement des objets de succession à Jules Bertrand sans poser de questions sur leur provenance. Papa ne posait jamais de questions, avoue la fille de l'antiquaire. Il disait que moins on en savait, mieux on se portait. Cette complicité passive avait permis à Jules Bertrand d'écouler pendant des années les objets volés dans les églises de la région. L'inventaire dressé par les enquêteurs fait état d'au moins 25 églises cambriolées entre 1979 et 2002, pour un préjudice estimé à plus de 200 000 €. Thomas est mort pour protéger un simple réseau de vol d'objets d'art religieux, résume amèrement le capitaine Rousselin. Un enfant de 8 ans a perdu la vie parce qu'un homme ne voulait pas que ces petits trafics soient découverts. Le 25 mars 2010, soit une semaine après la découverte du corps, l'identification formelle de Thomas Leblond est confirmée par les analyses ADN. Le docteur Moreau, le médecin légiste, peut également préciser les circonstances exactes de la mort. Le décès résulte d'un traumatisme crânien causé par un objet contondant, vraisemblablement une pierre. Le coup a été porté sur la tempe gauche avec une force considérable. La mort a été instantanée. Cette confirmation officielle libère enfin Michel et Sylvie Leblond du calvaire de l'incertitude qu'ils vivaient depuis 23 ans. Mais elle apporte aussi son lot de nouvelles souffrances. Savoir que leur enfant est mort seul, dans l'obscurité d'une cave, frappé par un homme qu'il côtoyait régulièrement. Nous avons serré la main de cet assassin pendant des années, déclare Michel, lors d'une interview accordée au Progrès. Il venait aux commémorations pour Thomas. Il nous présentait ses condoléances. Il participait aux recherches. Comment un être humain peut-il avoir une telle duplicité? L'onde de choc de ces révélations dépasse largement Belleville-sur-Saône. L'affaire fait la une des journaux nationaux et relance le débat sur la sécurité dans les établissements scolaires. Comment un employé a-t-il pu, pendant des décennies, terroriser des enfants et commettre un meurtre sans que personne ne s'en aperçoive? Claire Dubar, interrogée une dernière fois par les enquêteurs, livre un témoignage poignant sur sa culpabilité et son soulagement mêlé. Pendant 23 ans, je me suis reproché d'avoir détourné le regard au mauvais moment. Maintenant, je sais que même si j'avais surveillé Thomas en permanence, cela n'aurait rien changé. Jules Bertrand aurait trouvé un autre moment, une autre occasion. Il était déterminé à protéger son secret. La vérité sur la disparition de Thomas Leblond est enfin révélée, mais elle laisse dans son sillage une communauté traumatisée et des questions dérangeantes sur la confiance que nous accordons aux adultes chargés de protéger nos enfants. Le jeudi 1er avril 2010, exactement 2 semaines après la découverte du corps de Thomas Leblond dans les tunnels souterrains de l'école Jean Moulin, le procureur de la République de Villefranche-sur-Saône, maître Jean-Claude Fontaine, tient une conférence de presse historique pour clôturer officiellement l'une des affaires criminelles les plus marquantes de la région Rhône-Alpes. Après 23 ans d'enquête, nous pouvons enfin apporter des réponses définitives à la famille Leblond et à toute la communauté de Belleville-sur-Saône, déclare-t-il devant un parterre de journalistes venus de toute la France. Thomas Leblond a été assassiné le 15 octobre 1987 par Jules Bertrand, jardinier de l'école Jean Moulin, dans le but de protéger des activités de recel d'objets d'art religieux. Le dossier d'instruction, épais de plus de 400 pages, reconstitue minutieusement les événements de cette matinée fatale et révèle l'ampleur des activités criminelles de Jules Bertrand. Le procureur précise que si l'auteur principal était encore vivant, il aurait encouru une peine de réclusion criminelle à perpétuité pour assassinat d'un mineur de 15 ans avec préméditation. Les preuves rassemblées par l'enquête sont accablantes. Le carnet personnel de Jules Bertrand, avec ses aveux détaillés,
Les témoignages des autres enfants victimes de ces menaces, l'inventaire des objets volés retrouvés dans les tunnels, et surtout l'expertise médico-légale qui confirme les circonstances exactes de la mort de Thomas. La reconstitution des faits ne laisse aucun doute, explique le capitaine Sandra Rousselin. Jules Bertrand a attiré Thomas dans les sous-sols sous prétexte de lui montrer les tunnels historiques. Quand l'enfant a découvert les objets volés et a commencé à poser des questions, Bertrand l'a frappé avec une pierre pour le faire taire. Le coup a été fatal. L'enquête révèle également que Jules Bertrand avait planifié son crime. Ses notes personnelles montrent qu'il surveillait Thomas depuis plusieurs semaines, connaissait ses habitudes d'exploration solitaire et avait identifié la récréation de 10h15 comme le moment idéal pour agir, sachant que Claire Dubar devrait intervenir régulièrement auprès des autres enfants. C'était un prédateur calculateur, souligne le procureur. Il a profité de la confiance que lui accordait l'institution scolaire et les familles pour commettre ses crimes en toute impunité. Pendant 23 ans, il a vécu normalement, participant même aux commémorations organisées pour Thomas, alors qu'il savait parfaitement qu'il était l'auteur de sa mort. Les révélations sur les autres enfants victimes de Jules Bertrand complètent ce portrait d'un homme dangereux qui n'hésitait pas à traumatiser psychologiquement des mineurs pour protéger ses activités illégales. 4 familles ont quitté Belleville-sur-Saône entre 1981 et 1998 à cause des menaces proférées par le jardinier contre leurs enfants. Ces familles ont vécu un calvaire sans comprendre ce qui arrivait à leurs enfants, déplore le capitaine Rousselin. Des enfants heureux et équilibrés sont devenus du jour au lendemain anxieux, mutiques, terrorisés. Leurs parents ont tout essayé, médecins, psychologues, changement d'école. Ils ne pouvaient pas imaginer qu'un employé de l'école était en train de détruire psychologiquement leurs enfants par le chantage et les menaces. L'enquête sur le réseau de recel d'objets d'art religieux, organisé par Jules Bertrand, révèle une activité criminelle d'une ampleur considérable. 25 églises de la région ont été victimes de vols entre 1979 et 2002, pour un préjudice total évalué à plus de 200 000 €. Certains objets, notamment des manuscrits médiévaux de grande valeur, ont été retrouvés chez des collectionneurs privés qui les avaient achetés de bonne foi à l'antiquaire complice de Mâcon. Jules Bertrand exploitait sa position d'homme d'entretien pour accéder facilement aux églises et identifier les objets de valeur, explique le lieutenant Marc Fournier, spécialisé dans les affaires d'art. Il opérait toujours de nuit, par petites quantités, ce qui explique pourquoi ces vols sont passés inaperçus pendant si longtemps. La restitution des objets retrouvés à leur paroisse d'origine représente un travail de longue haleine. Certaines pièces, vendues à des collectionneurs à l'étranger, ne pourront probablement jamais être récupérées. Mais pour les églises de la région, cette découverte permet enfin de comprendre la disparition mystérieuse d'objets liturgiques anciens qui avaient intrigué les prêtres pendant des années. Nous pensions à de la négligence, à des déménagements mal organisés, confie le père Antoine Jacquet, curé de la paroisse Sainte-Marie de Belleville. Jamais nous n'aurions imaginé qu'un homme que nous côtoyions régulièrement était en train de piller notre patrimoine religieux. Pour Michel et Sylvie Leblond, la révélation de la vérité sur la mort de leur fils apporte un mélange de soulagement et de douleur renouvelée. Soulagement de connaître enfin les circonstances exactes de la disparition de Thomas, de savoir qu'il n'a pas souffert longtemps, qu'il n'a pas été torturé ou maltraité. Douleur de découvrir que leur enfant est mort pour protéger les petits trafics d'un homme sans scrupules. Thomas était un enfant merveilleux, curieux, intelligent, qui aimait l'histoire et les mystères, déclare Sylvie lors de la conférence de presse organisée par leurs avocats. Il a été tué parce qu'il posait des questions, parce qu'il s'intéressait au monde qui l'entourait. C'est d'une injustice révoltante. Le couple annonce son intention de créer une fondation au nom de leur fils pour améliorer la sécurité dans les établissements scolaires et sensibiliser les équipes éducatives aux risques que peuvent représenter certains employés. Nous voulons que la mort de Thomas serve à protéger d'autres enfants, explique Michel. Aucune famille ne devrait vivre ce que nous avons vécu.
Claire Dubar, maintenant âgée de 65 ans, accueille ces révélations avec un soulagement immense. Après 23 ans de culpabilité, elle comprend enfin qu'elle n'aurait rien pu faire pour sauver Thomas. « J'ai passé ma vie à me reprocher d'avoir détourné le regard », confie-t-elle lors d'un entretien privé. Maintenant, je sais que même si j'avais surveillé Thomas en permanence, Jules Bertrand aurait trouvé un autre moment pour l'attirer dans ses tunnels. L'ancienne institutrice révèle qu'elle avait parfois remarqué des comportements étranges chez Jules Bertrand, mais qu'elle n'y avait pas prêté attention sur le moment. Il était très observateur avec les enfants, il connaissait leurs habitudes, leur personnalité. Je pensais que c'était professionnel, que cela l'aidait dans son travail. Je ne pouvais pas imaginer qu'il utilisait ces informations à des fins criminelles. L'école Jean Moulin, définitivement fermée depuis le déménagement des classes dans le nouvel établissement, devient le symbole d'une tragédie qui a marqué toute une génération. La municipalité décide de maintenir le projet de transformation en centre culturel, mais en y incluant un espace mémorial dédié à Thomas Leblond et aux autres victimes de Jules Bertrand. « Nous ne pouvons pas effacer l'histoire », déclare le maire Jean-Claude Girard. Cette école a été le théâtre d'un crime atroce, mais elle a aussi été un lieu d'éducation et de joie pour des milliers d'enfants pendant des décennies. Nous devons honorer la mémoire de Thomas, tout en permettant à ce lieu de retrouver une vocation positive. Les tunnels découverts sous l'école sont définitivement comblés après avoir été entièrement fouillés par les archéologues. Ces galeries, creusées héroïquement par les résistants pendant l'occupation, ont été souillés par les crimes de Jules Bertrand. Leur destruction symbolique marque la fin d'un chapitre sombre de l'histoire de Belleville-sur-Saône. Une cérémonie religieuse exceptionnelle est organisée le 15 octobre 2010, exactement 23 ans après la disparition de Thomas. Toute la commune se rassemble dans l'église Sainte-Marie pour honorer la mémoire de l'enfant et présenter ses condoléances officielles à sa famille. Monseigneur Pierre Lavigne, évêque de Lyon, préside personnellement cette célébration. Thomas était un enfant innocent qui a payé de sa vie la cupidité et la lâcheté d'un homme sans conscience, déclare-t-il dans son homélie. Sa mort nous rappelle que nous devons tous être vigilants pour protéger les plus faibles de notre société et que la confiance ne doit jamais nous faire oublier la prudence. Claire Dubar, qui a tenu à participer à cette cérémonie, malgré l'émotion que cela représente pour elle, lit un texte qu'elle a rédigé en mémoire de son ancien élève. Thomas était un petit garçon extraordinaire, passionné d'histoire et de découverte. Il posait 1000 questions, explorait chaque recoin, s'émerveillait devant chaque mystère. Cette curiosité qui faisait sa richesse a causé sa perte. Mais nous devons nous souvenir de lui comme de l'enfant merveilleux qu'il était, pas comme de la victime qu'il est devenu. Le corps de Thomas, après autopsie et analyse, est finalement rendu à sa famille pour être inhumé dignement. Les funérailles ont lieu dans l'intimité familiale, 23 ans après une disparition qui avait bouleversé toute une région. Michel et Sylvie Leblond peuvent enfin faire leur deuil de manière apaisée, sachant que leur fils repose en paix. L'affaire Thomas Leblond-Jules Bertrand devient un cas d'école étudié dans les formations de police et de gendarmerie. Elle illustre parfaitement comment un prédateur peut utiliser une position de confiance pour commettre ses crimes et manipuler son entourage pendant des décennies. Elle souligne aussi l'importance de prendre au sérieux les changements de comportement soudains chez les enfants et de ne jamais ignorer les signaux d'alarme. Cette affaire nous enseigne que les criminels les plus dangereux ne correspondent pas forcément aux clichés que nous avons, analyse le criminologue Dr François Mendès lors d'une conférence à l'École nationale supérieure de police. Jules Bertrand était un homme discret, travailleur, apprécié de ses collègues. Personne ne l'aurait soupçonné d'être capable de tuer un enfant. C'est cette apparence de normalité qui lui a permis d'agir en toute impunité. L'histoire de Thomas Leblond, enfant curieux mort pour avoir découvert un secret, résonne encore aujourd'hui dans les couloirs de l'école primaire moderne de Belleville-sur-Saône. Les nouveaux enseignants connaissent cette tragédie et veillent avec une attention particulière sur leurs élèves, sachant que la confiance accordée aux adultes
ne doit jamais faire oublier les règles de sécurité élémentaires. Cette affaire nous rappelle que derrière les apparences les plus rassurantes peuvent se cacher les personnalités les plus dangereuses et que la protection de nos enfants nécessite une vigilance constante de la part de toute la société. Thomas Leblond n'est plus là pour grandir, rire et découvrir le monde, mais son histoire continue de protéger d'autres enfants en sensibilisant les adultes aux risques qu'ils peuvent encourir. Ce cas résolu après tant d'années nous montre aussi que la vérité finit toujours par éclater, même quand elle semble enterrée à jamais. Qu'avez-vous pensé de cette histoire troublante? Aviez-vous soupçonné que Jules Bertrand était le coupable? Comment une tragédie pareille aurait-elle pu être évitée? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Si cette enquête vous a captivé et que vous voulez découvrir d'autres affaires criminelles françaises, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications. Laissez un like si cette histoire vous a marqué et partagez-la avec quelqu'un qui s'intéresse aux mystères criminels. Car c'est en gardant vivante la mémoire de ces tragédies et en comprenant comment elles ont pu se produire que nous pouvons espérer mieux protéger nos enfants à l'avenir.